Les commentaires et analyses et même le décryptage de l'actualité proposé par la presse ce matin, c'est le menu en tout cas de cette édition. Vous aurez l'occasion de parcourir et d'écouter les uns les autres sur ce plateau, notamment nos invités qui sont généralement là pour commenter l'actualité, la nouvelle expression par les législatives et municipales. Quand le boycott déchire l'opposition, c'est le grand titre ce matin. Le journal précise qu'entre ceux qui ont choisi d'aller au double scrutin du 9 février 2020 et ceux qui ont opté pour le boycott, le fossé s'agrandit entre les opposants au régime de Yaoundé. Tout cela contenu en page 6 du journal. Le journal parle également de Bafoussam, danger de mort sur une route nationale, donc avec deux poteaux métalliques qui obligés donc sur le tronçon, des poteaux qui ont été oubliés en tout cas sur le tronçon de la chaussée déjà bitumée sur la route Bafoussam-Bouda, un véritable piège pour les usagers. C'est le journal qui le précise, donc en page 5. Le journal parle également de l'ambiance préélectorale avec le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun qui contre-attaque Kanto. À Wafonkan Augustine invite d'ailleurs les populations de sa région à prendre massivement part au double scrutin du 9 février 2020, tandis que la campagne de boycott du MRC prend de l'ampleur en page 2 du journal. Et on peut s'intéresser aussi à autre chose dans le journal. La nouvelle expression, le messager pour sa part parle de conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Laurent Esso à la barre, c'est le titre du journal, accusé donc injustement de l'achat, de l'importation et même la distribution des armes de guerre aux sécessionnistes. La fondation Aya appelle notamment à l'indépendance de la justice camerounaise, c'est en page 9. Le journal parle également du barrage de Naktigal avec les employés sur le pied de guerre, c'est en page 5. Également, on parle de la CAF Award 2019, Chou Adjara, Unjoya hors-jeu, c'est le journal qui le propose aussi en page 12. Autant d'informations à lire dans le numéro disponible, c'est le messager de ce matin. Mutation parle donc de docteur Récalé avec notamment le glaive de la faim, c'est le grand titre du journal. Poudi qui continue d'assiéger notamment à l'entrée principale du ministère de l'enseignement supérieur et attendent toujours la décision de ce département ministériel pour l'amélioration de leurs revendications. C'est le journal qui propose l'article de ce matin en page 7. Le journal parle également de ce qui déroule également parlant des législatives à venir, comment relancer ces activités et comment est-ce qu'on peut concevoir un programme politique. C'est le journal qui propose aussi tout cela dans le numéro disponible. Et avec West Eco qui est en kiosque ce matin, on parle donc d'insécurité de Yaoundé et bien entendu dans d'autres localités du pays. Un commando des Ambaboy attaque un poste de gendarmerie dans le Noun. Le journal le propose également ce matin, propose cette actualité et également d'autres informations aussi dans le même journal West Eco de ce matin. Les du Sahel s'intéressent à la justice, parle de sanctions avec le procureur de la République de Yagua qui a été suspendu. C'est à lire dans l'article en page 3. Le journal est également revenu sur ce qui se déroule à Photocol avec cette zone d'ombre autour de l'explosion sur le pont El Bed. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Le journal est revenu et donc propose quelques éléments de réponse dans le numéro de ce matin. Et je vous invite à parcourir d'ailleurs le journal Les du Sahel. Et puis toujours dans la presse, on va retrouver Cameroun Tribune qui parle des législatives et municipales, mobilisation pour la sécurité. Plusieurs hauts responsables de l'administration s'organisent pour que tout se déroule dans de bonnes conditions au lendemain du message du chef de l'État à la nation qui a rassuré en tout cas les Camerounais que le scrutin va se dérouler sans souci parce que l'armée jouera donc son rôle et même si c'est pas le cas, il va donc avoir un renforcement. C'est ce que le journal a également précisé dans le numéro de ce matin. Voilà, je vous invite donc à lire la presse et avec nous sur ce plateau nos invités qui sont déjà installés. Idriss Lisson, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs. Bonjour à tous ceux-là qui sont fidèles téléspectateurs de cette émission. On leur souhaite que cette année bissextile, qui est 2020, soit la meilleure pour eux. Merci d'être avec nous. Bonjour Casimir Désiré Tanguy. Bonjour Flavien, bonjour Idriss, bonjour aux téléspectateurs. C'est le premier mercredi de l'année et je vais emboîter le pas avec Idriss pour adresser les vœux les meilleurs d'abord aux téléspectateurs, mais surtout à un téléspectateur, ça va vous surprendre. Il est ministre, il est membre du gouvernement, il est le ministre le plus contrasté de tout le gouvernement. Vous devinez bien, c'est Maître Jean de Dieu Momo. D'ailleurs, une ONG de Yaoundé vient de
le sacrer ministre de l'année, eu égard à sa proximité avec le public. Vous savez, Jean de Dieu Momo est sur les réseaux sociaux. Négativement, ça dépend. Dans tous les cas, il a été sacré ministre de l'année pour 2019. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse. Parlant de la nouvelle expression qui s'intéresse à nouveau aux législatives et municipales. Quand le boycott déchire l'opposition, c'est ce qu'on peut découvrir dans ce journal-là. Et d'autres tabloïds qui sont également intéressés à cette même actualité, notamment Cameroun Tribune, qui parle de mobilisation pour la sécurité au cours de ces élections. Oui, je crois que le titre de la nouvelle expression démontre à suffisance ce qui se passe réellement sur le terrain. D'ailleurs, vous allez voir que l'illustration de la une a 4 photos et les 4 photos sont constituées de Maurice Kamto, Ni John Frunzi, Cabral Libi et Edith Kabanwala. Alors, les 4 personnalités, parmi les 4 personnalités, il y a 2 qui partent aux élections. Et il y a 2 également qui ne partent pas aux élections. Maurice Kamto et Edith Kabanwala ne partent pas aux élections. Tandis que le SDF avec Nidjon Fundi et Cabral Libi avec son nouveau parti, ils partent effectivement aux élections. Cela illustre exactement de ce qui est en train de se passer sur le terrain. C'est-à-dire, il y a une partie de l'opposition qui prône le boycott de l'élection du 9 février 2020. Et une autre partie qui demande instamment d'aller au vote parce que d'après cette partie-là, ne pas aller aux élections, ce serait donner un boulevard au RDPC pour qu'il rafle la totalité de la mise. Moi, je me pose bien des questions. Vous savez, personne n'est pour la politique de la chaise vide. Personne ne peut boycotter, ne peut prôner le boycott. Le boycott, dans tous les cas, n'aide personne. Mais lorsque vous allez à un match de football, où le résultat est connu d'avance, est-ce que ça vaut la peine de continuer à jouer alors que vous savez même que l'arbitre même est déjà impartial, que les règles du jeu sont faussées d'avance et que tout. J'ai toujours pris l'exemple de ce match des années 1970-80 entre le Racing de Bafoussam et PWD de Bamenda, où il fallait que le Racing de Bafoussam gagne par un écart d'au moins 3-0 pour accéder en première division contre PWD de Bamenda. Alors, lorsque Racing de Bafoussam a marqué 2-0, PWD a ramassé le ballon et il a simplement dit « Vous n'avez win, donc la mission est terminée, vous avez gagné, ça va ». Tout en sachant que ce résultat ne pouvait pas permettre à Racing de Bafoussam d'accéder en première division. Donc, c'est un cliché pour que les gens comprennent exactement. Faut-il aller, c'est la même chose en ce moment avec dans une élection où le RDPC a déjà 35 circonscriptions où il compétit sans personne en face. Est-ce que c'est encore une élection équitable? Est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il ne faut pas aller? Et lorsque vous voyez encore ce qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, c'est vrai, vous venez de lire le titre de Cameroun Tribune, où on nous dit que la sécurité est assurée. Ça, c'est une autre paire de mains, c'est un autre débat là-bas. Faut-il attendre les élections pour sécuriser la Nord? Fallait-il attendre l'élection pour sécuriser les zones du nord-ouest et du sud-ouest? Est-ce à dire qu'on avait les moyens qu'on ne pouvait pas déployer et où il a fallu attendre que les élections soient convoquées pour qu'on déploie? Donc, il y a beaucoup de choses à redire par rapport à cette élection. Mais dans tous les cas, l'élection est convoquée. Le parti, le chef de l'État et le gouvernement sont en train de faire feu de tout bois pour qu'on aille à l'élection. Je ne suis pas sûr que cette élection va apporter véritablement quelque chose de positif dans la paix qui est menacée au Cameroun. Mais je crois quand même qu'il faut y aller pour la forme. Edith Lissam, vous êtes d'avis avec Casimir Désiré qui fait une lecture en tout cas de la une de la nouvelle expression et de Cameroun Tribune qui parle de sécurité beaucoup plus, Cameroun Tribune, mobilisation pour la sécurité et avec la nouvelle expression qui revient sur les élections, quand le boycott déchire l'opposition. Oui, il faut dire que Cameroun Tribune est dans son rôle. Cameroun Tribune ne peut pas, en tant que quotidien gouvernemental, n'est pas soutenir les axes, les prises de parole du chef de l'État qui a annoncé et qui a rassuré dans sa posture du chef de l'État qu'il y aura la sécurité. D'ailleurs, il ne peut pas faire autrement. C'est de ça qu'il est question en tant que chef de l'État. Maintenant, mais moi, je ne suis pas d'accord avec Casimir, avec cet exemple qu'il prend. On ne peut pas comparer une élection Flavien à un match de football. Non, c'est très facile. C'est-à-dire un match de football, c'est dans un cadre avec tout ce que cela comporte. Je dis bien, la politique est... Nous sommes un pays, Flavien, où les gens veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Les politiques
les politiciens, les partis politiques peuvent prôner le boycott. Formidable, c'est fantastique. Ils peuvent passer sur tous les médias, à la télévision, utiliser les journaux. Formidable. Mais entre les médias et les populations qui sont la masse, qui sont ceux-là même qui font la force, le travail de terrain, Flavien, c'est bien beau de toujours se mettre, nous sommes à la télé, on parle, les gens nous regardent, mais entre-temps, quand ces gens qui sont en bas, qui doivent acter, parce qu'on a environ 7 millions d'électeurs, quelle stratégie mise en place pour amener l'électeur à comprendre son intérêt? Alors, si l'opposition, entre guillemets, qui a échoué, a amené l'électeur à comprendre qu'il ne faut pas qu'il prenne 1000 francs pour aller voter quelqu'un qui demain va continuer à l'appauvrir, est-ce que c'est cette parti politique, cette opposition-là qui va réussir maintenant à venir dire aux gens n'allez pas voter? Je pense que c'est bien, mais quelle stratégie ont-ils mis en œuvre entre les beaux discours et les médias? Donc je dis, cette posture est une posture qui va faire toujours gagner le RDPC. Parce qu'il faut comprendre, voilà maintenant la une de la nouvelle expression. Quand le boycott déchire l'opposition, voilà deux partis, par exemple, là on a montré Cabral Libi, et là on a montré le SDF, dans le PCRN. Ils vont maintenant passer plus de temps. Regardez sur les réseaux sociaux, les gens font la campagne pour dire aux gens d'aller voter. Alors que les gens devaient être là, faire la campagne pour montrer comment ils vont gérer les communes et comment ils vont faire à ce que l'Assemblée nationale ne soit plus celle-là qui a été pendant les 6 années qui se sont écoulées. Donc on va passer le temps, l'énergie à dire aux gens d'aller voter. Entre-temps, le RDPC c'est la coule douce. Comme l'article, l'analyse de David Nourou est pertinent pour dire que c'est la coule douce pour faire ça. Quel finalement fait le mauvais jeu? Alors, dans l'opposition, il faut quand même le rappeler, ce ne sont pas que les 4 partis qui sont représentés ici. Il y a bien des partis qui vont aller aux élections. Je finis par là pour dire que, Flavien, nous ne sommes pas à l'air de dire que le boycott, pour moi aujourd'hui, utiliser le mot boycott est un raccourci. Parce que l'opposition doit se mettre au travail. Et nous l'avons toujours dit. Si vous vous souvenez, ici, lorsqu'on analyse toujours la une des journaux, on a toujours dit depuis l'an dernier dire que le problème n'est pas de chanter, de claironner. Le constat de notre pays sur le plan de l'échec est criard. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut que les Camerounais nouveaux naissent. Ces Camerounais-là, qui vont comprendre que lorsqu'il y a le feu rouge, je ne dois pas le brûler. Si le Camerounais nouveau comprend cela, quand on lui dira boycott pour ses intérêts, il sera le premier même à dire que je n'y vais pas. Mais quand ce sera ce Camerounais qui veut récolter là où il n'a pas semé, qui veut fonctionner avec la tricherie, qui le jour dit qu'il n'est pas, et la nuit passe par derrière pour vouloir faire, qui dit non, on est derrière le boycott, et après va chercher à négocier derrière les soldats pour qu'il ait fait. Mais ces genres de Camerounais, ces genres de politiciens, franchement, avec ça, nous allons continuer à rester dans la merde. Je veux quand même être d'accord avec Idriss sur un point, même s'il n'est pas d'accord avec moi que on ne doit pas assimiler une élection de haute caractère à un match de football, mais je vais vous dire quand même, Idriss, que dans tout jeu, dans toute partie, même pour aller à la guerre, il y a les règles de la guerre. On doit connaître les règles avant d'aller dans la guerre. On doit connaître ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais au moins, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'opposition manque de stratégie. Parce que si l'opposition voulait boycotter, il fallait que l'opposition s'entende pour faire le boycott général. Ne pas laisser une partie aller à l'élection et une autre partie aller aux élections et l'autre ne part pas. Donc ça déjà, c'est déjà le péché mignon de l'opposition. Et je vais vous surprendre même. Même le MRC qui a décidé de boycotter à la dernière seconde et qui est actuellement dans une campagne d'explication, et ce n'est pas toujours la paix des braves au sein de ce parti. Posez-leur la question, où est passé Michel Doki? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas Michel Doki sur le terrain de ces explications-là? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas celui-là qui était candidat à la mairie de Douala 5e, Djamen? Pourquoi on ne le trouve pas sur le terrain des... Non, mais vous avez lu le communiqué quand même du MRC. Ce sont les militants de base, c'est à un certain niveau, qui continuent donc de passer le message. Ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver à tout. Non, on a fait un programme où le directoire devait aller à certains endroits et les militants de base devaient prendre le relais. Et partout où Michel Doki était annoncé, on ne l'a vu nulle part. Ça a commencé à faire tiquer. Le message est passé quand même, on voit bien. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Et même le SDF, vous avez vu, Idriss l'a dit tout à l'heure, le SDF a commencé par tergiverser, on ne va pas, on va aller, et aujourd'hui ils sont pris dans leur propre piège. Parce que le SDF avait posé une condition pour aller à l'élection du 9 février. Il faudrait que la paix soit revenue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
pour que le SDF aille à l'élection. Posons-lui la question aujourd'hui. La paix est-elle donc revenue? Pourquoi donc est-ce qu'elle va aux élections? Donc, il y a tous ces partis-là qui n'arrivent pas à se comprendre déjà au sein des formations politiques et à l'extérieur des autres. Donc, il fallait que les partis d'opposition aient une idée commune, aient une adresse commune et convergent au moins vers la même direction, ce qui n'est pas le cas. Qui n'ont pas réussi à mutualiser pour avoir même les représentants des bureaux de vote ne peuvent pas réussir à faire une action comme le boycott ou pas. C'est ça qui est la question. Mais les gens qui n'ont pas réussi à mutualiser l'an dernier, enfin il y a 2 ans, pour une élection présidentielle, ou seulement mutualiser les forces qu'on n'attendait pas. Il y a une circonscription qu'il faudrait relever, c'est la circonscription de Douala 2e, où 5 partis politiques de l'opposition ont réussi à coaliser pour former une liste unique qui va aller contre le RDPC. Si cet exemple au moins s'était perpétré dans toutes les autres circonscriptions, je crois qu'on pouvait s'attendre à quelque chose dans ces élections. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes quand même d'accord que chaque parti politique a ses raisons. Oui, mais pour aller ou pour ne pas aller. Oui, bien sûr. Non. On dit bien que ceux qui prônent le boycott, c'est de leur liberté. Et c'est de bon droit, c'est-à-dire ils sont libres de le prôner. Mais moi, j'ai dit, le plus important n'est pas seulement de prôner le boycott. Le plus important est de mobiliser ceux qui sont pour cela. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de boycott actif. C'est ça le plus important. Mais moi, j'ai dit, tel que je connais, comment les gens ont procédé. Les gens, par exemple, à l'élection présidentielle, disaient qu'ils avaient les représentants partout. Nous, on avait fait le tour dans presque 2 régions. On ne voyait personne dans le bureau, représentants de ces partis, de ces candidats, dans les bureaux de vote. Parce que c'est ça qui est factuel. C'est ça qui est la réalité. Parce qu'il y a des gens qui bavardent à la télé, à la radio, Flavien, et qui, sur le terrain, ne sont pas là. Je vous dis, ne vous fiez pas, qui ne sont pas là. Ils ne peuvent même pas organiser une réunion où ils vont mobiliser même 10 personnes. C'est la vérité. Mais pourtant, il y a même de la sympathie pour ces gens-là, à la base, qui attendent peut-être ces leaders venir. Mais ils ne viendront pas, mais ils vont vous clamer sur tous les médias. Donc moi, c'est ça le problème. Donc, entre une position que vous avez et créer la mobilisation autour, c'est 2 choses différentes. Les gens ont la position de boycott, c'est de leur droit. Mais maintenant, par rapport à la stratégie pour que cela prenne effet exactement sur le terrain, voilà comment Casimir parlait de cette campagne et avec les gens qui sont annoncés qui ne sont pas. Ça, c'est autre chose. Maintenant, je veux dire, le boycott peut marcher peut-être dans des zones où il y a un 50. Parce que vous savez qu'il y a des régions ici où il y a une seule liste de RDPC, où les gens ont... peut-être il y avait même une liste de l'opposition qu'on a annulée. Et les gens se disent que ça sert à quoi d'y aller. Bon, peut-être là-bas le boycott va prospérer. Ça marchera jamais. Parce que même si 2 personnes vont... Suivez, non, je dis que peut-être là-bas le boycott va prospérer. On va évoluer. Maintenant, il ne faut pas que les électeurs... Parce que le problème du boycott, ça concerne les électeurs que nous sommes. Il ne faut pas que les électeurs s'asseyent chez eux et disent que rien ne marche, le truc. Quelle est leur part de responsabilité? Moi, je pose la question. À qui de répondre? Non, aux électeurs. D'accord. Ok, alors, en tout cas, on s'intéresse à ce que le journal a proposé ce matin, la nouvelle expression qui est revenue sur les législatives et municipales, quand le boycott déchire l'opposition. Et vous êtes prononcé longuement et largement même sur cette question. Et Cameroun Tribune rassure quand même que tout va se dérouler dans la sécurité. De toute façon, vous aurez aussi à lire ce que le journal a proposé. Le Messager parle de conflits armés dans le nord-ouest et sud-ouest. Laurent Esso à la barre, accusé injustement, il y a la Fondation Aya qui appelle notamment à l'indépendance de la justice suite à ces multiples accusations évoquées parlant d'interpellation de l'achat, le transport et même la distribution des armes de guerre aux sécessionnistes. Lorsqu'on lit le titre de notre excellent confrère du Messager, Laurent Esso à la barre, on a l'impression que c'est Laurent Esso qui est traîné en justice. Que non, Laurent Esso n'est pas traîné en justice. Il s'agit de la Fondation Aya qui a traîné certaines personnes et certains organes de presse en justice. Et Laurent Esso n'est que le représentant légal du département de la justice, c'est le garde des Sceaux. Donc c'est une façon de dire que Laurent Esso sera face à ses responsabilités. Mais alors de quoi s'agit-il, Flavien? Il faut déjà partir de la dernière conférence de presse offerte par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, qui a démontré que des ONG humanitaires transportaient des armes, des munitions et tout cela. Et à la suite de cela, il a annoncé. Il a annoncé sans indexer qui que ce soit.
Mais à la suite de cela... Il a annoncé sans démontrer. Vous avez dit qu'il a démontré. Non seulement, non, il n'a pas démontré. Voilà. Il a annoncé qu'il y a des ONG, excusez, peut-être j'ai mal placé le mot, il a annoncé qu'il y avait des ONG qui transportaient, des ONG humanitaires qui transportaient des munitions et autres. Et à la suite de cela, il y a certains organes de presse qui ont tendu des micros à certaines personnalités qui ont fait des déclarations en indexant purement et simplement, sans justement preuve à l'appui, l'ONG de Paul Aya à Binet. Et c'est donc à la suite de cela que Paul Aya, l'ONG en question, de la fondation Aya, a porté plainte contre le groupe L'Anecdote, Vision 4 et quelques personnes. Et moi, je dis justement, la presse est toujours la victime dans des pareilles choses, dans des dénonciations. On oublie toujours l'auteur principal pour s'attaquer à la presse. Moi, je crois que la presse n'est que, j'ai l'habitude de dire, le thermomètre qui présente une situation. Et quand même vous l'aurez cassé, c'est pas pour autant que la température va baisser. Rien s'en faut, la température ne peut pas baisser. C'est des personnalités, il s'agit en l'occurrence de Dr Success Congo, Franklin Djoumé, et même celui-là qu'on appelait Makontripi Pundem, qui sont des anciens sécessionnistes qui ont déposé les armes pendant la tripartite, pendant le grand dialogue national. Et ce sont eux qui ont démontré que pendant qu'ils étaient à la sécession, c'est la fondation Paul Aya qui leur fournissait et de l'argent et les munitions et autres. Alors, les faire dire par ces personnes n'entraîne pas que l'organe doit être attaqué. Moi, je crois que la fondation Paul Aya devrait s'attaquer directement aux personnes qui ont fait ces déclarations que de s'attaquer à l'anecdote, à la vision et à certains de nos confrères. Et là, je dis, la fondation Paul Aya s'est trompée de cible. Il faudrait donc que la justice rende justice et que la justice dise le droit sans état d'âme. Alors justement, la fondation appelle à l'indépendance de la justice. Parlant de ce titre, oui, Laurent Essou à la barre. C'est pour cela justement que le messager a mis Laurent Essou à la barre. Que pour une fois, est-ce que face à cette actualité, que Casimir a très bien présenté aux téléspectateurs, face à cette actualité, est-ce que Laurent Essou, qui est le garant, on a dit le garde des Sceaux, pourra permettre à ce que la justice fasse librement et indépendamment son travail pour savoir qui a tort ou qui a raison dans cette affaire? Est-ce que la fondation Paul Aya, qui lève les bras au ciel, qui dit qu'elle ne se reconnaît ni de près de loin à ces accusations, a-t-elle raison? Est-ce que ceux-là qui ont indexé la fondation ont-ils raison? Vont-ils apporter les preuves? C'est-à-dire, puisque la fondation dit que cela apporte justement les preuves parce qu'elle ne se reconnaît ni de près ni de loin avec cela. Et elle a même annoncé qu'elle porterait plainte avec ses représentants qui sont dans les pays cités, c'est-à-dire comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis, tout ça, qui vont aussi porter plainte là-bas par rapport à cela. Mais ça, c'est dingue. Mais Flavien, moi, je vais finir sur cette question en disant tout simplement qu'il ne faut pas être surpris parce que jusqu'au 9 février, ne vous soyez pas surpris. Chaque semaine, on aura des histoires pareilles. Parce que ça va nous distraire. Ça va nous distraire. Je vous dis, ça dit vraiment, vous riez, vous faites, mais je vous dis que c'est ça qui est la question. Je dis, aujourd'hui, nous sommes le 8. Un mois jour pour nous sommes le 8 de l'élection. Je vous dis, chaque semaine, ne soyez pas surpris d'avoir des informations de ces gens qui vont amener toute l'opinion à tergiverser, à échanger, à débattre. Et à oublier l'essentiel. Et on oubliera toujours l'essentiel. Et le mois de janvier passera, et février viendra. Non, il faut qu'on sorte souvent de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. Parce que moi, pour moi, ce type d'information, qu'est-ce que... c'est vrai, ceux qui parlent sont les anciens sécessionnistes qui disent, ayant été sur le terrain, ayant été des acteurs, quand ils disent une chose, ça veut dire que ça devient vraisemblable, puisqu'ils ont été des hommes de terrain. C'est vraisemblable. Mais est-ce que seulement le dire est quelque chose de pertinent et de convaincant? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils montrent les justifs. Parce que quand on parle des éléments de preuve, il faut qu'on ait les coupures, des trucs, les décharges, les personnes qui venaient leur donner l'argent. Je pense que s'il y a les OM, il y a les traces. S'il y a les Momo, il y a les traces. S'il y a des mécanismes, il y a tous ces éléments. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement... Il faut préparer ces éléments pour le dire. Mais moi, je dis et je retiens que tout cela, c'est pour distraire. Et entre-temps, les vrais problèmes vont toujours rester. Et le temps passera. Et quand on reviendra à la réalité, on aura perdu du temps. Et on sera toujours au point
débat. Alors, dans le messager... J'ai l'impression, est-ce que vous ne voyez pas justement l'ampleur de cette information? S'il est démontré que la Fondation Aya... Vous dites bien si. Si, il est démontré justement que la Fondation Aya finance le terrorisme, la sécession, ça veut dire que la Fondation Aya a des personnes tapis dans l'ombre qui sont ses bras séculiers, qui sont sûrement en étranger, qui à l'étranger, soit aux États-Unis, soit en Occident. Alors, si on ne peut pas démontrer cela, c'est une autre paire de manches. Il faudrait donc que la justice... Alors, c'est la raison pour laquelle la Fondation appelle à l'indépendance de la justice. De la Fondation le journal est revenu. sécession. Parlant l'information est contenue dans le journal, en tout cas le messager parlant de ce conflit armé dans le nord-ouest et sud-ouest, Laurent Esso à la barre, avec la fondation qui appelle justement à l'indépendance de la justice. Toujours dans la presse ce matin, il y a l'Educel qui parle de sanctions. Voyez-vous, le journal fait savoir que le procureur de la République de Yagua a été suspendu. C'est à la suite de plusieurs actions. Je veux même dire que cette information vient à la suite de ce qu'on était en train de dire par rapport à Laurent Esso, qui est le garde des Sceaux. Parce que c'est le ministre d'État Laurent Esso qui vient de frapper un sérieux coup le procureur de Yagua, qui était déjà annoncé dans beaucoup de malversations et autres, qui a entraîné même des soulèvements populaires. Alors, si le ministre d'État chargé de la justice, le garde des Sceaux, vient de frapper ce procureur de la République de 6 mois de suspension, avec suspension de solde et tout, je crois que c'est un signal fort. C'est un signal suffisamment fort, mais il faudrait qu'on sache que des brebis galeuses, il y en a un peu partout. Il n'y a pas seulement le cas de ce procureur de Yagua. Il faudrait étendre cette sanction un peu partout parce que les magistrats se comportent dans la République un peu comme s'ils sont des hors-la-loi, comme s'ils sont des intouchables. Ils peuvent infliger quelle peine ils veulent à qui que ce soit, sans fondement, ni juridique, ni des faits, ni rien. On en a vu à tous les niveaux. Donc il faudrait que le garde des Sceaux continue cette frappe-là. Et là, je veux dire, je suis entière. Je tire d'ailleurs un coup de chapeau à ce ministre de la Justice qui a prouvé pour une fois que la justice peut sévir. J'espère que vous ne changerez pas de langage dans la suite. Ce qui sera fait face à la Fondation Aya. Alors, Idriss Lissom, vous êtes également, vous avez lu l'article parlant de ce procureur de la République qui a été sanctionné. C'est pas du côté de Yagua, parlant de la République de Yagua. Donc, il est sanctionné. Il y a plusieurs cas qui ont été enregistrés par le passé, le présentant comme étant celui qui était instigateur de plusieurs mouvements d'humeur des populations et des commerçants même dans cette partie du pays. Mais Casimir l'a si bien dit, hein, c'est pas seulement une affaire de Yagua, mais maintenant on est content de voir que pour le cas de Yagua a été pris en main, il y a cette suspension de 6 mois. Il faut dire que c'est un dossier disciplinaire qui va être sur la table du Conseil de la magistrature. Et il y aura d'autres sanctions sûrement plus rudes. Et peut-être que ce magistrat aura à venir se défendre et apporter et à expliquer pourquoi il avait ces attitudes. Mais Flavien, ce qu'il faut noter, c'est que la situation est plus grave partout. Ce n'est pas seulement à Yagua. Aujourd'hui, on voit des procureurs de la République. Vous allez dans une brigade de gendarmerie, vous allez dans un commissariat, vous avez un cas de un malfrat qui, vous avez pris la main dans le sac. Flavien, dans une affaire, vous êtes à un poste de police, un poste de gendarmerie, et vous voyez un coup de fil qui sort du procureur de la République pour demander que celui-là qui est là, qu'on le libère. On le voit tous les jours. Ou bien, les policiers font bien leur job. Les gendarmes font bien leur job. Ils conduisent le dossier au tribunal, ça arrive chez le procureur, et la personne est libérée, et elle vient vous narguer au quartier, vous dire que allez encore faire le truc. Mais ça se voit tous les jours. Ça dit que qu'on soit de Yagua, à Ezeka, à Mbalmayo, je vous dis, ça dit que c'est quelque chose. Ça dit que s'il faut qu'on commence à frapper comme on a frappé le procureur de Yagua, qu'il faut que ça continue pour que ça baisse même un peu, parce que nous qui n'avons pas de puissance, nous qui ne sommes rien là face à la justice, je vous dis que les cas sont très graves dans les tribunaux. Et très souvent, cela fait de telle sorte que vous trouvez un policier, un gendarme qui vous dit, moi, mieux vaut même que peut-être moi, on me donne même les ronds ici une fois. Parce que quand ça va partir là-bas, c'est le procureur qui va prendre le gros lot. Et nous, on fait le travail et ça nous énerve. Je vous dis, Flavien, c'est très grave.
C'est très grave. D'accord. Alors, donc, le journal du Sahel qui propose le sujet ce matin vous permet aussi d'aller lire quel est le traitement qui a été réservé à cette actualité, quelles sont les raisons pour lesquelles le procureur de la République de Yagoua, en tout cas, a été suspendu de ses fonctions et tout ce qu'il en est. Alors, vous aurez aussi l'occasion de parcourir la presse avec plusieurs autres sujets. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il va être 9h20 pour l'avant-dernière édition de la semaine de la Revue des Grandes Unes. Bonne journée à tous et rendez-vous en kiosque.